Tout a commencé par une nuit que personne à Mill Creek, en Pennsylvanie, n'oublierait jamais. Non pas pour ce qu'ils célébraient, mais pour ce qu'ils avaient perdu. C'était le 14 juin 2008, le soir après la remise des diplômes. 6 adolescents, amis proches depuis l'enfance, s'étaient réunis autour d'un feu de camp à la lisière de la ville. Il y avait des rires, de la bière bon marché et le son des feux d'artifice qui résonnait faiblement depuis la vallée en contrebas. C'était censé être leur dernière nuit ensemble, avant que la vie ne les emporte dans des directions différentes. L'université, le travail, l'armée. Pour une fois, ils ne pensaient pas à l'avenir. Ils vivaient simplement leur jeunesse. Le groupe comprenait Evan Blake, le garçon discret qui venait de s'engager. Jesse Moore, dont le sourire était presque toujours suivi d'un roulement d'yeux. Ty et Connor Daniels, des frères jumeaux connus pour repousser les limites. Hannah Lee, la major de promotion, et Megan Duffy, la fille timide avec un appareil photo jetable autour du cou. Ils étaient inséparables depuis le collège, liés par l'ennui des petites villes et une histoire commune. Cette nuit-là, quand quelqu'un a suggéré de rentrer par l'ancienne route de la carrière, personne ne s'y est opposé. Cela leur ferait gagner 20 minutes de trajet. Et puis, tout le monde disait que les histoires sur la carrière Miller n'étaient que ça, des histoires. Depuis des générations, la carrière était une balafre sur le paysage, un labyrinthe de puits inondés, de machines abandonnées et de galeries oubliées. Elle avait fermé au début des années 1980 après une série d'accidents, mais les habitants en parlaient encore à voix basse. Ils disaient qu'on y entendait des choses après la tombée de la nuit, des échos métalliques, des lumières qui vacillaient sous l'eau et parfois des voix. La plupart mettaient ça sur le compte du vent, s'engouffrant dans la roche creuse. D'autres restaient simplement à l'écart. Vers minuit 47, le pick-up d'Evan et le van de Connor quittèrent le terrain de gravier où le feu de camp s'était éteint. L'une des amies restée sur place, une fille nommée Lydia Reeves, se souvint avoir regardé leurs feux arrière disparaître derrière la crête et avoir plaisanté. J'espère qu'ils ne croiseront pas les fantômes de la carrière Miller. Personne ne rit. Au matin, ces mots résonneraient comme une malédiction. Quand les parents se sont réveillés et ont constaté que leurs enfants n'étaient pas rentrés, ils ont d'abord pensé à une virée nocturne ou à une farce. À midi, quand aucun des 6 ne répondait aux appels ou aux messages, l'inquiétude s'est installée. La police a commencé par retracer leurs derniers emplacements connus. En quelques heures, les 2 véhicules ont été retrouvés au même endroit, garés côte à côte à l'entrée nord de la carrière, moteur froid, portière déverrouillée. À l'intérieur, tout était intact. Sacs à main, portefeuille, snacks et 2 téléphones portables étaient bien en vue. L'appareil photo jetable de Megan reposait sur le tableau de bord, à moitié utilisé. C'était comme si le groupe était sorti un instant pour ne jamais revenir. Les équipes de recherche sont arrivées l'après-midi même. Des habitants se sont portés volontaires, formant des lignes à travers les bois environnants, tandis que des plongeurs descendaient dans les bassins inondés de la carrière. Ils ont trouvé des fragments de vieilles machines, des pneus et des barres d'armature tordues, mais aucun signe des disparus. Le fond de la carrière était inégal, ces puits plongeant plus profondément que le sonar ne pouvait l'atteindre par endroits. Chaque tentative de cartographier la zone revenait avec des données déformées par les sédiments et les débris mouvants. La première nuit des recherches a été marquée par de fortes pluies.
Il a plu sans interruption pendant près de 36 heures, transformant les chemins de terre en rivières et effaçant les traces avant même que les enquêteurs ne puissent les photographier. Quand le ciel s'est enfin dégagé, la carrière avait changé d'aspect. De nouvelles lignes de flottaison, des remblais effondrés, de nouvelles couches de limon recouvrant les indices qui auraient pu s'y trouver. La ville de Mill Creek a changé presque du jour au lendemain. Des avis de recherche ont été affichés sur les poteaux téléphoniques, les portes des églises, les stations-service. Des veillées aux chandelles ont rempli le gymnase du lycée. Les parents qui se saluaient autrefois au match de baseball évitaient désormais de se croiser du regard, chacun se demandant si son enfant n'avait pas fait quelque chose d'imprudent, d'irréparable. Le bureau du shérif a installé un poste de commandement près de la carrière. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'espoir a commencé à s'éroder. Lydia, l'amie qui n'était pas partie cette nuit-là, est devenue une présence silencieuse en marge de chaque effort de recherche. Elle était la dernière personne à les avoir vus vivants, et ce fait semblait la hanter. Lors des interrogatoires, elle a affirmé qu'ils n'avaient pas beaucoup bu, que tout le monde semblait aller bien. Fatigué peut-être, mais pas ivre. La seule chose étrange, a-t-elle admis. Le brouillard est arrivé d'un coup. Une minute, le ciel était clair, et la minute d'après, il a déferlé sur les arbres comme de la fumée. Les rumeurs se sont rapidement propagées dans le vide, laissé par le silence. Certains disaient que les adolescents s'étaient enfuis, qu'ils avaient franchi les frontières de l'État pour commencer une nouvelle vie. D'autres chuchotaient qu'il existait un réseau de tunnels souterrains sous la carrière, vestige de l'époque minière, et que des gens y avaient déjà disparu. Le shérif David Renner a publiquement rejeté ces théories, mais même lui ne pouvait expliquer comment 6 personnes avaient pu s'évanouir sans laisser une seule empreinte, une chaussure ou un appel téléphonique derrière elles. 2 semaines après la disparition, un plongeur volontaire local nommé Chris Malloy a refait surface du puits principal, secoué de tremblements incontrôlables. Il a dit qu'il avait vu quelque chose, une ombre se déplaçant à contre-courant. Mais lorsqu'on lui a demandé de la décrire, il s'est effondré. Il n'a plus jamais plongé. Cet été-là, la carrière a hérité d'un nouveau surnom, le gouffre. Pendant des mois, des chiens de recherche, des drones et la police d'État ont ratissé chaque centimètre carré. Ils ont fait venir des chiens cadavres de l'Ohio, des scanners sonars de Pittsburgh et même, à un moment donné, des médiums volontaires. Rien n'y a fait. Chaque recherche ne faisait que soulever de nouvelles questions. Les parents ont commencé à se retourner les uns contre les autres, cherchant désespérément un coupable. Certains ont accusé le bureau du shérif d'incompétence. D'autres soupçonnaient que l'un des adolescents avait fait quelque chose de terrible et que les autres en avaient payé le prix. Chaque famille avait sa propre version de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais aucune ne correspondait. À la fin du mois d'août, l'enquête officielle a été réduite. Les affiches de recherche ont commencé à s'enrouler sur les bords. Les équipes de télévision sont parties. L'entrée de la carrière a été scellée de nouveau avec des barrières en béton. Pendant un certain temps, la ville a essayé d'aller de l'avant, mais le chagrin ne s'est pas estompé, il s'est endurci. Mill Creek est devenu un lieu défini par son silence. Chaque année, le 14 juin, les parents se rassemblaient près de la barricade avec des bougies, un peu moins nombreux chaque année. Lydia venait toujours, se tenant un peu à l'écart, la tête baissée, comme si elle attendait quelque chose, un son,
un signe que la carrière allait enfin les leur rendre. Dans un endroit où même les échos mouraient vite, la vérité était enfouie plus profondément que quiconque ne pouvait l'imaginer. Et 17 ans plus tard, elle allait enfin refaire surface. Dès le début, l'enquête a semblé incertaine, comme si tout le monde devinait quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment voir. Le matin après la disparition des 6 adolescents, le bureau du shérif de Mill Creek a installé un poste de commandement près de la route d'accès nord de la carrière. Dans l'après-midi, la police de l'État de Pennsylvanie s'était jointe à eux, transformant cette paisible étendue de terres agricoles en une ruche de gyrophares, de générateurs et de tendes de recherche. Les journalistes sont arrivés en moins d'une journée et, à la nuit tombée, les gros titres nationaux l'avaient déjà baptisé le mystère de la carrière Miller. Au début, les autorités se sont appuyées sur l'explication la plus simple. Les adolescents s'étaient noyés. C'était logique. Leurs voitures étaient garées près du bassin inondé et la carrière était notoirement profonde, atteignant plus de 60 mètres par endroit. L'eau était sombre et froide, alimentée par des sources souterraines qui changeaient avec la météo. Si le groupe avait tenté d'explorer ou de nager et avait glissé, le courant aurait pu les entraîner instantanément sous la surface. Cette théorie a calmé le public, du moins pendant un temps. Mais à mesure que les jours passaient et qu'aucun corps ne refaisait surface, la confiance s'est effritée. Des équipes de plongeurs sont venues d'aussi loin que Pittsburgh. Ils ont utilisé des sonars à balayage latéral, des drones sous-marins et même des grilles lestées pour cartographier chaque fosse. Mais le fond de la carrière n'était pas plat. Il était déchiqueté et instable, rempli de roches effondrées et de débris métalliques issus de décennies d'exploitation minière. La visibilité au-delà de 3 mètres était presque nulle. Les plongeurs décrivaient l'eau comme une noirceur liquide. Au bout d'une semaine, ils n'avaient toujours pas trouvé la moindre trace. Ni vêtements, ni téléphone, ni fragments de pneus, aucun signe que quelqu'un avait été là. Lorsque les recherches ont stagné, les enquêteurs se sont tournés vers d'autres théories. Peut-être que les adolescents s'étaient enfuis. Le moment, juste après la remise des diplômes, correspondait au scénario. 6 jeunes, impatients d'échapper à la vie d'une petite ville, disparaissant ensemble dans la nuit. C'était déjà arrivé ailleurs, mais rien dans leur vie ne soutenait cette hypothèse. Leurs comptes bancaires étaient restés intacts. Leur téléphone avait émis un dernier signal à 00h54, juste à l'entrée de la carrière. Aucun d'eux n'avait acheté de billets de bus ou retiré d'argent. Ils avaient des projets pour l'université, pour le travail, pour l'avenir. La fuite n'avait aucun sens. Pourtant, la police avait besoin de dire quelque chose aux familles. Le shérif David Renner a qualifié l'affaire d'accident probable dans ses premières déclarations, tout en admettant en privé à ses collègues que cela ne tenait pas la route. Cette incohérence allait hanter l'enquête pendant des années. Une semaine plus tard, un homme s'est présenté, un gardien de sécurité à temps partiel, pour un chantier de construction à 3 kilomètres de là. Il a affirmé avoir vu des phares bouger près du puits vers 2 heures du matin la nuit de la disparition. Il a décrit les lumières comme si elles allaient et venaient, comme si quelqu'un était perdu ou cherchait quelque chose. C'était la première piste prometteuse. Mais lorsque les enquêteurs ont creusé, son histoire a commencé à s'effilocher. Dans son deuxième interrogatoire, l'heure a changé. Dans le troisième,
la direction des Lumières a changé. Lorsqu'on lui a demandé de passer au polygraphe, il a refusé. La rumeur a couru qu'il avait bu cette nuit-là, et sa déclaration a été discrètement classée comme non fiable. À la fin de l'été, la frustration s'est muée en désespoir. Les parents, convaincus que le bureau du shérif n'en faisait pas assez, ont commencé à engager leurs propres experts, des enquêteurs privés, des maîtres chiens spécialisés dans la recherche de cadavres et même des détectives à la retraite spécialisés dans les affaires non résolues. Ils ont épluché les registres de propriété, interrogé d'anciens ouvriers de la carrière et examiné des rapports de sécurité vieux de plusieurs décennies. Un plongeur privé, Grant Walters, a affirmé qu'il y avait des tunnels scellés sous le puits principal, d'anciennes galeries de service datant d'avant la fermeture de la carrière. Mais les autorités de l'État lui ont refusé l'accès, invoquant un danger structurel. Walters y est retourné 2 fois à ses propres frais, plongeant illégalement son équipement sonar dans l'eau. Les données qu'il a recueillies montraient de vagues formes géométriques, peut-être des murs ou des chambres, mais elles étaient trop profondes pour être confirmées. Alors que l'histoire gagnait en popularité en ligne, les théories se sont multipliées. Certains insistaient sur un trafic de drogue qui aurait mal tourné, citant l'isolement du lieu et l'absence de lutte. D'autres croyaient que la carrière abritait un système de grottes effondrées dans lequel les adolescents seraient tombés accidentellement. La rumeur la plus troublante venait des fidèles de l'Église locale, des murmures selon lesquels la carrière avait autrefois été utilisée pour des rassemblements rituels dans les années 1970, à l'époque où 3 autres personnes avaient disparu dans le même secteur. On a même prétendu que l'un des adolescents était obsédé par l'exploration de ces tunnels et qu'il avait apporté des cartes et des lampes de poche au feu de camp cette nuit-là. Mais rien de tout cela n'a pu être prouvé. L'affaire a consumé la ville, puis s'est retournée contre elle-même. Les familles qui avaient pleuré ensemble ont cessé de se parler. Il y a eu des disputes lors des réunions communautaires, des accusations dans les allées de l'épicerie et une hostilité ouverte envers le bureau du shérif. Les journalistes, flairant le sang, ont maintenu l'histoire en vie pour l'audimat. Les chaînes câblées ont diffusé des émissions spéciales avec des titres comme La malédiction de la carrière Miller et Les 6 adolescents perdus. Des médiums sont apparus dans les émissions matinales, prétendant sentir la présence des jeunes sous l'eau. Rien de tout cela n'a mené nulle part. À l'automne, même les forces de l'ordre ont commencé à se retirer. Les fonds se sont taris. Les unités de recherche de l'État sont parties. La carrière a été déclarée zone d'instabilité environnementale, clôturée et placée sous la juridiction de l'État. Le shérif Renner a pris sa retraite 1 an plus tard sous la pression, et un nouveau nom a pris en charge l'enquête. Le détective Mark Ellison. Ellison n'était pas de Mill Creek. Il avait été muté de Pittsburgh après un mariage raté et trop de nuits blanches à la brigade criminelle. L'affaire de la carrière est devenue son projet, son obsession. Là où d'autres voyaient un accident, il voyait quelque chose de délibéré. Les preuves ou leur absence le rangeaient. 6 personnes ne disparaissent pas comme ça. Quelqu'un les avait fait disparaître. Il a commencé par réinterroger les familles à la recherche d'incohérences que la première équipe aurait pu manquer. Mais après des mois à écouter le deuil en boucle, il a réalisé que la douleur avait déjà brouillé les souvenirs.
Les parents se contredisaient. Les amis n'étaient pas d'accord sur qui était monté dans quelle voiture. L'appareil photo jetable trouvé dans le van a été développé, mais la plupart des photos montraient des visages souriants ordinaires, des phares, quelques clichés flous d'arbres et de ciel. La dernière image montrait ce qui ressemblait à la crête nord de la carrière, prise de l'intérieur d'un véhicule. Au-delà de ça, rien. Dans les années qui ont suivi, Ellison a continué à visiter le site pendant son temps libre. Il disait que ça l'aidait à réfléchir. La zone a changé, une nouvelle végétation recouvrant les anciens sentiers, la rouille s'emparant de ce qui restait des machines. Mais il pouvait encore voir les contours de l'endroit où les voitures avaient été garées. Il se tenait là la nuit, une lampe de poche à la main, écoutant l'eau. Certaines nuits, quand le vent était calme, il jurait entendre un écho, un faible grincement métallique, comme si quelque chose bougeait loin sous la surface. Alors que l'enquête disparaissait des gros titres, la vie a continué pour tout le monde, mais pas pour lui. Chaque mois de juin, il retournait à Mill Creek pour la veillée anniversaire, se tenant généralement à l'écart des familles, observant depuis sa voiture. Il disait à ses collègues qu'il ne pouvait pas laisser tomber parce qu'il y avait trop de variables manquantes. Mais en privé, il admettait ressentir quelque chose de différent, le sentiment que ce qui s'était passé cette nuit-là avait laissé une marque sur le lieu lui-même. En 2015, l'affaire de la carrière Miller a été officiellement classée inactive. Les dossiers ont été mis en boîte, archivés et étiquetés non résolus. Mais Ellison n'a jamais cessé de s'y rendre. Il gardait une carte épinglée au mur de son appartement, marquée de chaque piste, chaque interrogatoire, chaque plongée ratée. Ce n'était plus une enquête, mais une hantise. Et puis, un été, 17 ans plus tard, une tempête comme la région n'en avait pas connue depuis des décennies a frappé le sud de la Pennsylvanie. Elle a ravagé les vallées, inondé les autoroutes et envoyé des millions de litres d'eau déferler dans le bassin de la carrière. Quand la pluie a enfin cessé, la carrière avait de nouveau changé d'aspect, drainée, balafrée et étrangement exposée. En moins d'une semaine, des randonneurs allaient tomber sur quelque chose qui brillait dans la boue, quelque chose de métallique, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Et pour la première fois en près de 2 décennies, la carrière Miller allait rendre quelque chose. À l'été 2025, Mill Creek avait appris à vivre avec ses cicatrices. L'ancienne carrière était devenue un lieu fantôme, envahi par les roseaux, silencieux à l'exception du vent qui balayait l'eau stagnante. 17 ans s'étaient écoulés depuis la disparition des 6 adolescents et pour la plupart des gens, le mystère s'était figé en souvenir. Les familles avaient déménagé ou vieilli. L'enquête était depuis longtemps classée, rangée et oubliée. Puis, en juin, le ciel s'est déchiré. Une tempête a déferlé sur le sud de la Pennsylvanie sans crier gare, des nuages noirs s'amoncelant comme des montagnes, le tonnerre secouant la vallée. En moins de 2 heures, 23 centimètres de pluie sont tombés. Les ruisseaux ont débordé. Les flancs des collines se sont effondrés. Les routes ont disparu sous une eau boueuse. Pour la première fois depuis des décennies, le système de drainage sous la carrière Miller n'a pas tenu. Le déluge a ravagé ses contours, creusant de nouvelles voies là où il n'y en avait jamais eu. Quand la tempête s'est enfin calmée 3 jours plus tard, le paysage était presque extraterrestre. Le bassin le plus profond de la carrière, autrefois une surface plane et miroitante d'eau sombre et immobile, s'était partiellement vidé. Des pans entiers de calcaire surgissaient maintenant de la boue comme des dents cassées.
Le bassin inférieur était réduit à un champ d'argile visqueuse et de débris tordus, le soleil se reflétant sur des flaques d'eau stagnantes. Un dimanche matin, un groupe de randonneurs passant par la crête voisine a remarqué quelque chose de métallique qui sortait de terre. Au début, ils ont pensé que c'était une partie de l'ancien équipement minier, peut-être une grue ou un baril de carburant exposé par la tempête. Mais quand l'un d'eux est descendu le long du talus, il a réalisé que ce n'était pas une machine. C'était le toit d'un véhicule, écrasé, rouillé, à moitié enseveli dans la boue. On pouvait encore distinguer la vague silhouette d'un pare-brise, recouvert de couches de terre. En quelques heures, les autorités locales ont bouclé la zone. La découverte s'est répandue dans la ville plus vite qu'aucun rapport officiel n'aurait pu être rédigé. Le soir même, les équipes de télévision étaient de retour devant les grilles. Certains des mêmes parents qui s'étaient tenus là 17 ans plus tôt sont revenus, les cheveux blancs et les mains tremblantes. C'était comme si le temps avait été rembobiné, mais cette fois, la carrière n'était pas silencieuse. Les équipes de récupération sont arrivées le lendemain matin avec des grues et des projecteurs. Il a fallu près de 12 heures d'excavation pour libérer le véhicule. Quand il a finalement émergé, sa forme était reconnaissable. Un van Ford Econoline blanc, couvert de boue noire mais suffisamment intact pour qu'on puisse lire la plaque rouillée. Les numéros correspondaient à l'immatriculation du van appartenant à Connor Daniels, le même van que les 6 adolescents avaient conduit vers la carrière cette nuit-là. Les enquêteurs ont travaillé en silence, tandis que les familles se tenaient derrière le ruban de sécurité. Certains pleuraient, d'autres se contentaient de fixer le vide. Les vitres du van avaient été brisées vers l'intérieur, comme si le véhicule avait été écrasé par la pression et non par l'impact. La porte latérale était enfoncée et les 2 pneus arrière avaient disparu, arrachés des jantes. À l'intérieur, ce qu'ils ont trouvé a transformé 17 ans de silence en quelque chose de plus lourd que le deuil. 4 ensembles de restes squelettiques ont été récupérés de l'intérieur du van, 2 sur les sièges avant, 2 à l'arrière. Ils étaient enchevêtrés, maintenus en place par le métal effondré et des couches de sédiments. Des effets personnels étaient encore visibles. Une bague de promotion rouillée, le cadre d'un appareil photo, des fragments de jeans et les restes d'une basket en toile correspondant à la description de l'un des adolescents disparus. Mais le décompte médico-légal était clair. Il n'y en avait que 4, pas 6. 2 manquaient encore à l'appel. La découverte a frappé les familles comme un second enterrement. Pendant des années, elles avaient prié pour obtenir des réponses, mais maintenant qu'elles étaient là, elles semblaient cruellement incomplètes. Les médias se sont emparés de l'histoire, la baptisant le van sous la carrière. D'anciennes images ont refait surface, montrant les adolescents souriant à leur remise de diplôme, figés dans le temps. Des interviews de parents vieillissants ont rempli les journaux du soir. Certains remerciaient Dieu d'avoir des réponses. D'autres disaient que c'était pire que de ne jamais savoir. Le détective Mark Ellison, maintenant âgé de plus de 60 ans, est sorti de sa retraite pour observer la scène. Il se tenait juste derrière le ruban de sécurité, le visage impassible, tandis que les techniciens fouillaient le van. Pour lui, c'était personnel. Il avait passé la moitié de sa carrière à chasser des fantômes ici, convaincu que la vérité se trouvait encore quelque part sous l'eau. Maintenant, après tout ce temps, la carrière lui avait donné quelque chose, mais pas assez. Les corps ont été envoyés à un laboratoire de médecine légale à Harrisburg pour analyse ADN.
Le processus a pris des semaines. La pluie et le limon avaient détruit la plupart des tissus identifiables, mais de petits fragments, des dents, de la moelle osseuse, des bijoux, ont suffi pour obtenir des correspondances partielles. Début août, les résultats ont confirmé que les restes appartenaient à Evan Blake, Megan Duffy, Hannah Lee et Connor Daniels. Les jumeaux Daniels, longtemps considérés comme inséparables, étaient morts ensemble dans le même van. Quand la nouvelle est tombée, la ville de Mill Creek est redevenue silencieuse. Des veillées aux chandelles ont eu lieu devant le gymnase du lycée, exactement comme 17 ans plus tôt. Des photos des 6 adolescents sont apparues sur des mémoriaux improvisés, deux visages toujours encadrés de points d'interrogation. Leur absence pesait plus lourd que n'importe quelle réponse. Les familles se sont réunies en privé au belvédère de la carrière un soir, rejointes par Ellison. C'étaient des retrouvailles sombres, des gens qui s'étaient autrefois accrochés à l'espoir, maintenant forcés de faire face à ses limites. Certains ont apporté des fleurs, d'autres le silence. Ellison a remarqué quelque chose de particulier en regardant les équipes d'excavation terminer leur travail. Le van était logé plus profondément que prévu, coincé contre une pente de roche compactée. À en juger par sa position, il n'aurait pas dû rester intact aussi longtemps. Il avait déjà vu des voitures tomber dans l'eau. Elles coulaient, se tordaient, se disloquaient. Celle-ci n'était pas tombée. On aurait dit qu'elle avait été placée là. Les experts de la police scientifique remarquèrent autre chose. Une fine couche de limon recouvrait le châssis du véhicule. Une vase qui ne correspondait pas aux sédiments du reste du bassin. Elle était plus ancienne, plus dense, comme si le van avait été enseveli bien avant que le niveau de l'eau de la carrière n'augmente. Ellison ne pouvait se défaire de cette pensée. La tempête n'avait pas seulement mis le van à découvert, elle avait levé le voile sur un secret que quelqu'un avait intentionnellement dissimulé. Mais alors que l'affaire était rouverte, la même question dominait toutes les conversations. Où sont les deux autres? Jesse Moore et Ty Daniels, les derniers membres disparus du groupe, ne se trouvaient nulle part près du van. Pendant des jours, des chiens de recherche arpentèrent les vasières fraîchement exposées, relevant de vagues traces d'ossements, mais rien d'humain. Les fosses les plus profondes restaient instables, trop dangereuses pour être explorées. Dans ses interviews, Ellison s'exprimait avec prudence, parlant d'une percée et non d'une conclusion. Il expliqua aux journalistes que l'eau avait préservé le van, ce qui pouvait signifier que d'autres indices se trouvaient encore en dessous. Mais en privé, il se demandait si la vérité n'avait pas été, depuis le début, juste hors de leur portée. À l'approche de l'automne, la carrière commença à se remplir de nouveau naturellement, l'eau de pluie reprenant ce que la tempête avait emporté. En octobre, seul le haut de la tranchée d'excavation était encore visible, une cicatrice s'estompant dans l'eau immobile. Pour la plupart des habitants de Mill Creek, c'était la fin de l'histoire. Mais pour Ellison, c'était le début d'autre chose. Il passait des heures à examiner les photos du site. Le toit cabossé, les phares brisés, la position de chaque corps, rien de tout cela ne correspondait à un accident. Il y avait dans cette scène quelque chose de délibéré, de presque mise en scène. Il se replongea dans ses anciennes notes, retraçant le plan de la carrière, réexaminant les vieilles cartes minières qui mentionnaient un tunnel de service scellé sous la crête S, une section qui n'avait jamais été fouillée en 2008 en raison d'un effondrement structurel. Ce détail était toujours resté dans un coin de son esprit, une piste en suspens
qu'il n'avait jamais pu suivre. Maintenant, avec 2 corps toujours manquants, cela ne ressemblait plus à une coïncidence. Ellison n'était pas prêt à laisser l'affaire se refermer. Pas cette fois. Alors que l'anniversaire de la tempête approchait, il retourna une fois de plus au bord de la carrière Miller. L'eau était de nouveau calme, reflétant le ciel gris comme un miroir. Il resta là en silence, sentant peser sur lui le poids de 17 années et de 1000 questions sans réponse. Quelque part sous cette surface, il le savait, le reste de la vérité attendait, et bientôt, quelque chose d'autre remonterait à sa rencontre. Chaque affaire que nous couvrons exige des semaines de recherche, de vérification des faits et de longues nuits à rassembler les fragments de vie réels qui ont été perdus. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite qu'on se souvienne de lui. Si vous souhaitez que nous continuions à lever le voile sur ces mystères, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Votre soutien nous est essentiel. Et pour plus d'affaires non résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. Les autopsies prirent des semaines. Chaque échantillon, chaque fragment d'os fut traité avec le plus grand soin. Lorsque les résultats tombèrent enfin, ils balayèrent toutes les hypothèses sur lesquelles l'enquête s'était appuyée pendant des années. Les 4 adolescents ne s'étaient pas noyés. Chacun d'entre eux était mort d'un traumatisme par objet contondant à la tête et au torse. Des blessures compatibles avec une agression violente, pas un accident. Et ce qui troubla le plus les enquêteurs fut la chronologie des fractures. Selon le médecin légiste, les blessures étaient survenues avant que les corps n'entrent dans l'eau. Ce détail changeait tout. On avait longtemps supposé que la carrière était le lieu de leur mort, mais il était désormais clair qu'elle avait été le lieu où on les avait cachés. L'accident, l'ensevelissement, le van, rien de tout cela n'avait été spontané. Quelqu'un avait délibérément choisi de les mettre là. Lorsque le rapport atterrit sur le bureau du détective Mark Ellison, il était à la retraite depuis longtemps et vivait seul dans un petit appartement au-dessus d'une quincaillerie à Harrisburg. Il n'était plus censé être impliqué, mais le bureau du shérif local lui en avait envoyé une copie par courtoisie. À l'instant où il le lut, il ressentit le même choc qu'il avait éprouvé 17 ans plus tôt en ouvrant ce dossier pour la première fois. Quelque chose au fond de lui disait que c'était la pièce manquante. Il retourna à Mill Creek le lendemain matin. La ville avait changé. De nouvelles routes, des magasins fermés, une nouvelle couche d'années sur d'anciennes douleurs. La carrière était toujours scellée, mais désormais entourée de chantiers, de clôtures et d'équipements de surveillance des crues. Un panneau mettait en garde contre un terrain instable, mais Ellison l'ignora. Il se tenait au même point de vue qu'il avait visité tant de fois auparavant, sauf que maintenant, il savait ce que ces eaux avaient dissimulé. L'accident n'en était pas un. C'était une couverture. L'analyse du site d'excavation révéla des détails qui accentuèrent le malaise. Sous l'emplacement final du van, les enquêteurs trouvèrent des traces de pneus imprimées dans un limon compacté, suffisamment anciennes pour dater de plusieurs années avant la récente inondation. L'analyse du sol suggérait qu'elles avaient été faites lorsque le niveau de l'eau de la carrière était bien plus bas, peut-être lors d'une période de sécheresse
une décennie plus tôt. Cela signifiait que le véhicule y avait été déplacé délibérément, bien après la disparition. Quiconque avait fait cela avait un accès, de la patience et une connaissance intime du paysage changeant de la carrière. Des tests supplémentaires sur des échantillons de sédiments prélevés sur le châssis du van révélèrent des couches discordantes, certaines plus anciennes, d'autres plus récentes, indiquant que le véhicule avait été submergé, retiré, puis repositionné au moins une fois. Plus Ellison lisait, plus un mot se formait dans son esprit: mise en scène. Il rencontra la nouvelle enquêtrice en chef, la détective Carla Hensley, une femme vive mais prudente qui avait hérité de l'affaire rouverte. Elle présenta les preuves dans un ordre méticuleux. La scène n'avait rien d'aléatoire. L'angle d'entrée du van dans la boue n'était pas cohérent avec une chute naturelle depuis la crête. Il était trop faible. Il n'y avait aucune trace de traînée au-dessus de la fosse, aucun signe d'impact. On aurait dit que le van avait été poussé lentement depuis une rampe ou une surface plane, puis abandonné pour qu'il s'enfonce tandis que la carrière se remplissait. C'était méthodique, intentionnel. Quand Ellison lui demanda ce que cela signifiait, elle hésita avant de répondre. « Ça veut dire que quelqu'un est revenu ici des années plus tard, dit-elle. Quelqu'un qui savait exactement où les cacher. » Cette nuit-là, Ellison se replongea dans ses anciennes notes de l'affaire. Il les étala sur le lit du motel. Chaque photo, chaque déclaration, chaque élément de preuve à moitié oublié. Un nom refit surface dans les pages, celui d'un entrepreneur chargé de l'entretien de la carrière, un certain Harold Griggs, qui avait travaillé à la carrière Miller au début des années 2000. Il avait été l'un des derniers employés avant sa vente au comté. Son nom était apparu une fois, brièvement, lors des recherches initiales, quand un voisin avait mentionné qu'il avait eu un comportement étrange après la disparition des adolescents. À l'époque, la piste n'avait mené nulle part. Griggs avait déménagé 2 ans plus tard. Ellison creusa davantage, appelant d'anciens contacts. En quelques jours, il apprit que Griggs était mort en 2011, un suicide apparent après une série d'accusations de vol. Mais ce qui retint l'attention d'Ellison n'était pas la façon dont il était mort, mais le lieu. Son corps avait été retrouvé à la périphérie de Mill Creek, à moins de 3 kilomètres de la crête est de la carrière. Il retourna aux archives, demandant les plans de l'époque où la carrière était en activité. Parmi les vieilles cartes fragiles, l'une se démarquait. Un plan de structure de 1979 montrant un tunnel de service scellé passant directement sous la crête est. Il avait été marqué comme instable après une série d'effondrements et fermé avant la cessation officielle des activités. La zone avait été jugée trop dangereuse pour être explorée lors des premières recherches. Personne n'y était jamais retourné. Alors qu'Ellison suivait les lignes de ce tunnel sur le plan, quelque chose se débloqua dans son esprit. Le van avait été placé près de cette même crête. Les traces de pneus trouvées sous le limon menaient dans cette direction. Il était possible, voire probable, que le véhicule ait été transporté depuis le tunnel avant d'être enterré. L'emplacement n'était pas aléatoire. Quiconque avait mis en scène l'accident avait peut-être utilisé le tunnel pour accéder à la fosse sans être vu. Il se rendit à la crête le lendemain matin, ignorant les panneaux d'avertissement. Le sol était meuble, érodé par la récente tempête. Il suivit la pente jusqu'à atteindre une dépression dans le flanc de la colline.
un léger affaissement entouré de béton à moitié enfoui. Pour la plupart des gens, cela aurait ressemblé à une autre cavité naturelle, mais Ellison reconnut la forme d'une entrée scellée. Une partie du béton s'était fissurée, exposant une fente obscure. Derrière, le tunnel était toujours là. Il resta là un long moment, le vent soufflant à travers les arbres, l'air lourd de l'odeur du calcaire humide. Le silence était absolu. À cet instant, il ne savait pas s'il voulait y entrer ou fuir. Il y avait quelque chose de malsain dans cet endroit, pas hanté, mais creux, comme si le son lui-même était absorbé avant de pouvoir renvoyer un écho. Quand il rapporta enfin ses découvertes, l'équipe d'excavation de l'État hésita à agir. La structure était trop instable, le sol encore mouvant après la tempête. Ils acceptèrent de l'inspecter plus tard dans l'année. Mais pour Ellison, attendre n'était pas une option. Il sentait à nouveau le temps pressé, la même urgence qui l'avait animé toutes ces années. 2 des 6 adolescents manquaient toujours. Si le van avait été placé là, alors celui qui l'avait fait avait peut-être laissé autre chose derrière lui. Il commença à se rendre sur le site la nuit, garant son camion près de la barrière et descendant avec une lampe de poche. Il se tenait près de l'entrée du tunnel à l'écoute. Parfois, de l'eau s'égouttait régulièrement à l'intérieur. D'autres fois, l'air était si immobile qu'il semblait que toute la carrière retenait son souffle. Chaque visite renforçait sa conviction que les 2 adolescents disparus n'étaient pas morts avec les autres. Peut-être avaient-ils été séparés cette nuit-là, pourchassés, cachés, réduits au silence. Ou peut-être avaient-ils été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Les possibilités tournaient en boucle dans son esprit jusqu'à devenir une obsession. L'enquête officielle ralentit de nouveau, embourbée dans des rapports de sécurité et des imbroglios juridictionnels. Mais Ellison continua de faire pression. Il se mit à parler aux habitants qui se souvenaient encore de l'ancienne époque de la carrière. Des mineurs, des chauffeurs de camions, même des chasseurs qui s'étaient aventurés sur le site après sa fermeture. Un ancien employé âgé mentionna que, durant les dernières années d'exploitation, la crête avait été utilisée pour déverser du matériel après un éboulement. Il se souvenait d'y avoir vu des lumières la nuit, bien après que le site ait été censé être fermé. Ce petit détail donna à Ellison quelque chose à quoi se raccrocher. Si la crête avait été utilisée en secret à l'époque, peut-être que quelqu'un avait continué à l'utiliser par la suite. Quelqu'un qui connaissait sa configuration, ses angles morts, ses passages cachés. Quelqu'un qui pouvait faire disparaître 6 personnes sans laisser de traces pendant près de 2 décennies. Mais alors qu'il se préparait à approfondir cette théorie, un nouvel obstacle surgit. L'État ordonna la fermeture complète du site de la carrière pour des raisons de sécurité, interdisant tout accès sans autorisation. Ellison était furieux, mais sous la frustration, il y avait autre chose, la peur. Il avait passé près de 20 ans à pourchasser cette affaire. Et maintenant que la vérité était à portée de main, une partie de lui n'était pas sûre de vouloir la trouver. Car si les preuves pointaient vers ce qu'il suspectait, alors la carrière n'était pas seulement le lieu où ces adolescents étaient morts. C'était un lieu où quelqu'un était revenu des années plus tard, non pas pour se confesser, mais pour enterrer la vérité une fois de plus. Il rentra chez lui cette nuit-là, les plans toujours ouverts sur le siège passager, traçant encore et encore la ligne du tunnel avec son doigt. Les 2 noms encerclés en haut de ses notes, Jesse Moore et Ty Daniels, le fixaient.
2 jeunes qui s'étaient volatilisés pendant que leurs amis étaient ensevelis sous l'eau. Et dans l'obscurité, alors que la pluie recommençait à tomber sur le pare-brise, Ellison sut une chose avec certitude. La tempête n'avait pas été la fin de l'histoire. Elle avait été le début de quelque chose de bien pire. Fin octobre, l'État autorisa enfin un accès limité à la crête Est. Des semaines de débats, d'inspections de sécurité et d'analyses structurelles avaient retardé l'opération, mais au final, les preuves sous cette pente ne pouvaient plus être ignorées. La tempête avait accompli ce que 17 ans d'enquête n'avaient pas pu faire. Elle avait exposé une partie de la vérité. La crête s'était fissurée, révélant l'entrée supérieure de l'ancien tunnel de service qui passait autrefois sous la carrière Miller. L'ouverture était étroite, de quelques mètres de large seulement, entourée de béton fracturé et de racines envahissantes. Des archéologues et des ingénieurs de la police travaillèrent de côte à côte pour stabiliser la zone avant de faire descendre un petit drone télécommandé dans l'obscurité. Les images montrèrent un long couloir en pente, s'enfonçant dans la terre, partiellement inondé, jonché de machines rouillées et bordé de poutres en bois noirci par le temps. Pendant près d'un demi-siècle, le tunnel était resté scellé, oublié. Il était maintenant devenu le centre d'un mystère qui refusait de rester enterré. Une fois les tests de qualité de l'air revenus suffisamment sûrs, une équipe conjointe de spécialistes de la police scientifique et de géologues descendit dans le passage. Plus il s'enfonçait, plus le tunnel semblait figé dans le temps. De vieux wagons miniers étaient encore sur leurs rails, leurs roues soudées par la corrosion. Des chaînes pendaient au mur comme des lianes squelettiques. L'air était épais, chargé de l'odeur du calcaire humide et de la décomposition. Chaque son, le goutte à goutte de l'eau, le crissement des bottes sur la pierre, résonnait trop longtemps. À environ 70 mètres de profondeur, ils atteignirent une zone d'effondrement où le toit s'était écroulé des décennies plus tôt. Des décombres bloquaient la majeure partie du passage, mais près de la base des débris, quelque chose capta la lumière, un fragment de tissu. C'était du jean, effiloché et pâli par le temps. Lorsqu'un des archéologues balaya davantage de sédiments, ils virent que ce n'était pas seulement du tissu. C'était une manche de veste, toujours attachée à un os. L'équipe se figea. Avec précaution, ils commencèrent à creuser autour de la découverte. En 1 heure, la silhouette complète apparut. Un squelette affaissé contre la paroi du tunnel. Un bras levé comme pour se protéger la tête. Une lampe de poche encore serrée dans sa main. À côté, à moitié enfoui dans l'argile, gisait un second corps, plus petit, positionné tout près du premier. Tous deux avaient été piégés par l'effondrement, préservés dans des couches de limon et de poussière minérale. La nouvelle parvint au détective Mark Ellison avant l'annonce publique. Quand il arriva sur le site cet après-midi-là, il se tint près de l'entrée du tunnel, regardant les équipes de brancardiers émerger de la terre, transportant des sacs de preuves scellés. Il avait passé près de 20 ans à imaginer où Jesse Moore et Ty Daniels pouvaient être. Voir ces restes confirmait ce qu'il savait déjà, mais cela ne lui apporta pas le soulagement qu'il avait espéré. Au laboratoire, les premières analyses confirmèrent que les restes appartenaient aux 2 adolescents disparus. Leurs os portaient des signes d'impact par objets contondants similaires à ceux des 4 autres, mais plus légers, dispersés, presque chaotiques, comme s'ils avaient été causés par les débris de l'effondrement. Pourtant, quelque chose
clochait. En dégageant davantage de décombres, l'équipe de récupération trouva une barre à mine cabossée, à moitié enfouie à côté du squelette à la veste en jean. Des traces de sang séché sur le métal correspondaient à la même structure protéique que celle trouvée à l'intérieur du van, une coïncidence rare. La théorie de travail prit forme rapidement. L'un des adolescents était devenu violent, peut-être lors d'une dispute qui avait dégénéré. Peut-être y avait-il eu de l'alcool, de la jalousie ou de la panique. Un coup en avait entraîné un autre. Les autres avaient tenté de fuir, provoquant le chaos et la tragédie. La bagarre aurait pu se poursuivre dans le tunnel. L'effondrement aurait pu sceller les deux derniers à l'intérieur. Dans un moment de choc ou de peur, quelqu'un, peut-être l'un d'eux, avait conduit le van dans la carrière pour couvrir ce qui s'était passé. Mais cette explication ne collait qu'à moitié. Elle était nette, et Ellison savait que les réponses nettes racontaient rarement toute l'histoire. Les analyses se poursuivirent. Ils trouvèrent des traces d'un autre composé sur la barre amine, de la vieille huile de moteur et de la poussière de granit, incompatibles avec le tunnel lui-même. Plus révélateur encore, une seule empreinte digitale fut trouvée sur la lampe de poche récupérée sur le premier corps. Elle ne correspondait à aucun des adolescents, vivants ou morts. La correspondance arriva quelques jours plus tard, depuis la base de données de l'État. Harold Griggs, l'ancien employé d'entretien de la carrière, l'homme qu'Ellison avait autrefois soupçonné, mort en 2011. Le même homme dont le nom était enfoui au plus profond des anciens dossiers de l'affaire. Cette découverte fit voler en éclats le récit limpide que les enquêteurs commençaient à construire. Si l'empreinte de Griggs était sur la lampe de poche, il avait été là cette nuit-là ou peu de temps après. Peut-être était-il tombé sur le groupe après l'orage, ou les avait-il trouvés en train d'explorer les tunnels et quelque chose avait mal tourné. Griggs avait toujours été connu comme un homme discret et instable, et pendant son emploi, il avait un accès illimité aux sections fermées de la carrière. Il avait aussi un casier judiciaire. Petits vols, intrusions, cambriolages. Il n'était pas difficile d'imaginer qu'il aurait pu rôder sur le site bien après sa fermeture. Mais Griggs était mort, et les morts ne peuvent pas répondre aux questions. Lorsque le rapport final fut publié, il fut délibérément vague. Officiellement, les enquêteurs conclurent qu'une altercation physique au sein du groupe avait conduit à la panique et qu'un effondrement partiel avait tué les deux derniers adolescents. Le van avait été déplacé plus tard, peut-être pour dissimuler la tragédie. Le rapport s'arrêta juste avant d'attribuer des responsabilités. On annonça aux familles que l'affaire était classée, avec des conclusions de décès accidentels et d'erreurs humaines associées. Les parents se rassemblèrent pour un dernier service commémoratif au belvédère de la carrière en novembre. Pour la première fois en 17 ans, les 6 noms furent prononcés ensemble, sans plus être suivis du mot disparu. La conclusion était censée apporter la paix, mais elle parut lourde, presque cruelle. Il y avait du soulagement, oui, mais aussi l'horreur de réaliser que l'histoire était plus laide que quiconque ne l'avait imaginée. Ellison resta à l'écart de la cérémonie, près de la clôture. Il savait que l'histoire officielle n'était qu'une partie de la vérité. Les preuves sanguines, le véhicule déplacé, l'empreinte digitale, tout cela pointait vers quelque chose qui ne cadrait pas avec l'image d'une simple dispute entre jeunes. Il pensa à Griggs, à la facilité avec laquelle un homme pouvait manipuler des preuves quand il avait des années pour le faire.
Si l'ouvrier avait trouvé les corps, peut-être les avait-il déplacés, paniqués, ou avait-il tenté de cacher son implication. Peut-être que l'effondrement du tunnel n'avait pas été accidentel du tout. Cette nuit-là, alors que la pluie recommençait à tomber sur la vallée, Ellison était assis dans sa voiture, surplombant la carrière. Les phares éclairaient la boue retournée, les grilles fermées, le silence qui avait hanté cet endroit pendant près de 2 décennies. Il savait qu'il devait laisser tomber. Tous les rapports disaient que l'affaire était résolue, mais il ne le pouvait pas, parce qu'une question demeurait, une question à laquelle ni la science ni le temps ne pouvaient répondre. Si l'ouvrier de la carrière avait trouvé ces jeunes vivants, qu'avait-il fait avant que le tunnel ne s'effondre? Et dans la faible lueur de son tableau de bord, Ellison jeta un dernier regard au vieux plan. L'encre rouge qui entourait la crête et semblait presque pulser dans la pénombre. La tempête avait déterré les morts, mais elle avait aussi mis à nu quelque chose de plus profond, de plus humain et de bien plus délibéré. Au final, l'histoire se reconstitua non pas par une confession, mais par le temps, lent, réticent et impitoyable. Après des mois de tests, de recoupements et d'interrogatoires, les enquêteurs assemblèrent ce qu'ils croyaient s'être produit durant cette longue nuit humide de juin 2008. C'était une reconstitution cousue de preuves et de conjectures, une approximation de la vérité que personne ne pourrait jamais entièrement confirmer. Mais pour la plupart, c'était suffisant. Le van du groupe, le même Ford Econoline blanc qui serait un jour tiré des profondeurs de la carrière, était tombé en panne le long de la route de service près de l'entrée de la carrière Miller, aux alentours d'1 heure du matin. Les registres de téléphonie mobile confirmèrent qu'au moins 2 des adolescents, Hannah Lee et Connor Daniels, avaient tenté de passer des appels qui n'avaient jamais abouti. La zone avait toujours été une zone blanche, une poche de silence où même les signaux d'urgence mouraient. Les enquêteurs pensaient désormais que la panne avait provoqué des tensions, peut-être de la peur. Ils étaient perdus, fatigués et probablement en état d'ébriété après le feu de joie de la remise des diplômes. À partir de là, tout a basculé. Les indices relevés dans le tunnel, sur la clé en croix et sur les corps racontaient les fragments d'une histoire violente. Une dispute qui a dégénéré, peut-être pour une broutille, qui allait conduire, qui avait dit quoi, ou peut-être une jalousie qui couvait depuis des semaines. À cet instant, l'émotion est devenue chaos. Un coup, la panique, un cri dans la nuit. 2 d'entre eux, Ty Daniels et Jesse Moore, se sont enfuis dans le vieux réseau de tunnels de la carrière, pensant y trouver une autre issue ou simplement échapper à la bagarre. Les autres les ont suivis, essayant de les calmer. Aucun d'eux ne comprenait à quel point les tunnels étaient dangereux. Quand l'effondrement s'est produit, le bruit a dû être celui du monde qui s'écroule. Le tunnel était instable depuis des décennies, ses supports rongés par l'humidité. Les 2 jeunes à l'intérieur ont été piégés sur le coup, écrasés sous la roche et la terre, tandis que les autres regardaient, impuissants, de l'autre côté. La panique qui a suivi a dû être une hystérie pure. Des cris, la confusion, le choc de réaliser qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'il n'y avait plus rien à faire. Puis, à un moment donné, dans ces heures qui ont précédé l'aube, quelqu'un d'autre est arrivé. L'analyse scientifique de la clé en croix et de la lampe de poche a confirmé sa présence de manière irréfutable. Harold Griggs, l'ancien agent d'entretien de la carrière, était là cette nuit-là. Des traces d'ADN et des marques d'outils correspondaient au matériel des anciens hangars de maintenance qu'il avait l'habitude de fréquenter. La théorie finale suggérait que Griggs vivait à proximité,
squattant peut-être l'un des bâtiments abandonnés. Il a pu entendre le bruit de l'effondrement et venir voir, une lampe de poche à la main. Ce qu'il a découvert, selon les enquêteurs, était quelque chose qu'il n'a pas compris. 4 adolescents terrifiés et en état de choc, leurs vins embourbés, et 2 de leurs amis disparus sous terre. Peut-être ont-ils supplié de l'aide, peut-être l'ont-ils accusé de quelque chose, ou peut-être a-t-il paniqué à la vue du sang face au chaos et au risque d'être blâmé. Quoi qu'il se soit passé à ce moment-là, leur sort était scellé. Les projections de sang sur la clé en croix correspondaient aux 4 victimes retrouvées dans le van. L'expertise a suggéré que l'arme avait été utilisée en succession rapide, avec des coups secs et délibérés. Il n'y avait aucune trace de blessure de défense sur les victimes, seulement des impacts, comme s'ils n'avaient rien vu venir. Ensuite, Griggs a sans doute tenté de cacher son crime. Il a pu traîner les corps dans le van, le conduire plus près du bord de la carrière et le faire rouler dans le bassin alors que le niveau de l'eau était bas. Plus tard, peut-être des jours ou des semaines après, il est retourné sceller le tunnel, enterrant les preuves, les corps et sa culpabilité sous le béton et le temps. À la fin de cet été-là, Griggs lui-même s'est volatilisé. Les registres montrent qu'il a vendu son camion, encaissé son dernier chèque de paye et est parti sans préavis. Il a refait surface des années plus tard dans un autre comté, menant une vie tranquille jusqu'à son suicide en 2011. Sa mort était passée inaperçue pour la plupart des gens, simple note de bas de page dans une vie qui n'avait laissé que peu de traces. Quand la tempête a éclaté 17 ans plus tard, elle a tout arraché sur son passage. Les inondations ont emporté le béton du tunnel scellé, fait s'effondrer la crête et vidé suffisamment la carrière pour révéler le van, sa dernière tentative de dissimulation anéantie par les éléments. La carrière, elle, indifférente et ancienne, avait simplement attendu. C'est à l'inspecteur Mark Ellison qu'on a demandé de présenter le résumé officiel de l'affaire aux familles, bien qu'il en connaisse déjà chaque mot par cœur. Dans le rapport, la terminologie était clinique. Séquence probable d'altercation violente, dissimulation secondaire par un tiers, récupération finale et identification complète. Mais lorsqu'il se tenait au belvédère des mois plus tard, regardant les familles se rassembler une dernière fois, il comprit qu'aucun dossier ne pourrait jamais traduire ce que cela signifiait pour elles. Les parents se tenaient en silence le long de la clôture, là même où ils s'étaient tenus autrefois avec des bougies et des avis de recherche. Aujourd'hui, ils étaient là avec des fleurs. La carrière en contrebas avait été déclarée site commémoratif à accès restreint, mais pour ce jour, les portes étaient ouvertes. Un petit groupe descendit la pente, leurs chaussures s'enfonçant dans la terre meuble où les eaux de la tempête s'étaient retirées. Ils déposèrent les fleurs dans les quelques flaques qui subsistaient, les regardant dériver lentement vers le centre. Pour certains, c'était une façon de tourner la page. Pour d'autres, une blessure rouverte. Quelques-uns refusaient encore de croire à la version officielle. Certains insistaient sur le fait que les adolescents avaient été victimes de quelque chose de plus sombre, une affaire étouffée, mal gérée, simplifiée pour épargner sa honte à la ville. Ellison ne discuta pas. Il avait appris que la vérité, une fois déterrée, ne guérit que rarement. Elle ne fait que mettre fin aux suppositions. Il est resté après le départ des familles, seul au bord de l'eau. La surface était de nouveau calme, de légères ondulations reflétant le ciel couvert. Il pensa à la part de sa vie
qu'il avait passé à chasser des fantômes en ce lieu, au nombre de nuits où il s'était tenu là sans réponse, avec seulement des questions qui l'empêchaient de dormir. Maintenant qu'il savait enfin, cela ne ressemblait pas à une résolution. Cela ressemblait à une confession arrivée trop tard pour que quiconque puisse en être témoin. La plaque commémorative officielle fut installée cet hiver-là, boulonnée dans la pierre près du belvédère. Elle portait 6 noms, tous dans la même police, sur la même ligne. À la mémoire de la carrière Miller, 6 disparus. Juin 2008, retrouvés 17 ans plus tard. L'histoire était terminée, du moins sur le papier. La ville a tourné la page. Le cycle des nouvelles a pris fin. Mais pour Ellison, la carrière resterait toujours vivante d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Parfois, quand la pluie tombait sur la vallée et que le vent soufflait juste comme il fallait, il imaginait entendre de faibles échos monter du bassin. Pas des voix, pas des mots, mais quelque chose de plus doux, comme le poids du souvenir lui-même retournant au silence. La tempête avait emporté beaucoup de choses à Mill Creek cet été-là, des routes, des arbres, des maisons. Mais elle avait aussi rendu quelque chose, la vérité. Et de la manière étrange et silencieuse dont le temps opère, cette vérité avait toujours été là, attendant sous la surface que quelqu'un d'assez patient ou d'assez hanté la trouve. Pendant des années, des fleurs continueraient d'apparaître sur la crête chaque mois de juin. Personne ne voyait jamais qui les déposait. Peut-être un parent, peut-être Ellison lui-même, peut-être quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de penser à la facilité avec laquelle la Terre peut cacher ce que nous ne sommes pas prêts à affronter. Et sur ce, la carrière Miller retomba enfin dans le silence, non pas apaisée, mais immobile. Le genre d'immobilité qui s'installe lorsque l'histoire n'a plus nulle part où aller.